Bienvenue à l'Université des maires de l'Ouest parisien. Nous allons aborder un sujet très important pour les communes, celui de la rénovation énergétique des écoles. Je crois que c'est une des dépenses les plus fortes des villes, puisque 30% de la consommation des bâtiments communaux et les écoles demeurent le type de bâtiment le plus consommateur devant les équipements sportifs et les bâtiments socio-culturels. Alors, pour parler de ce sujet, Sylvie Habert-Dupuis, bonjour. Vous êtes première adjointe au maire de Saint-Germain-en-Laye, en charge notamment de l'éducation, mais aussi des relations internationales. Et vous êtes aussi conseillère régionale. Jean-Baptiste Amonique, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Villepreux. Et puis vous avez été chargé d'une mission, d'un rapport sur la transition énergétique. On en parlera peut-être à l'issue de ce plateau. Et puis avec nous, Sylvie Méran-Ifra, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez la société Energis, qui est un opérateur de la transition énergétique. Absolument. Nous prenons en charge l'ensemble des actions liées à la transition énergétique des bâtiments du territoire, de l'audit énergétique, des travaux, de l'installation des panneaux photovoltaïques, et le tout en élaborant de l'ingénierie financière pour faire que ces éléments soient concrets et sortent de terre. D'accord. Donc vous aidez évidemment les communes notamment. Absolument. Alors là, on va parler des écoles. C'est vrai que vous occupez aussi des autres bâtiments. Des écoles et des bâtiments publics. Mais l'école est un élément important. Justement, Jean-Baptiste Amonique, peut-être qu'on peut faire le point. Oui, c'est une des dépenses les plus importantes pour les communes. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les collectivités sont face à deux murs. Il y a le mur de l'investissement et il y a le mur énergétique. Et la rénovation, la réhabilitation des bâtiments scolaires est un enjeu colossal qui est devant nous. Je crois qu'il y a deux chiffres qui sont très parlants. C'est celui de 51 000. 51 000 bâtiments scolaires. On englobe aussi le périscolaire à rénover aujourd'hui en France. L'estimation, c'est 52 milliards. 52 milliards d'euros pour pouvoir être à la hauteur de cet enjeu. Alors on a eu quelques annonces dernièrement par le gouvernement, notamment le fait de pouvoir abonder le fonds vert de 500 millions d'euros. Un grand nombre d'associations d'élus également se sont mobilisées pour obtenir une pérennisation du fonds vert. Alors pour le moment, je ne dirais pas qu'il est pérennisé, il a été reconduit sur les 3 prochaines années. Et c'est évidemment un soutien à l'investissement avec d'autres dispositifs qui existent qui est nécessaire. Je vous prends un exemple à Villepreux. Aujourd'hui, 50% des mètres carrés du bâti municipal de la commune, c'est du bâti scolaire. C'est ça. Et le bâti scolaire à lui seul, 50%, et le bâti scolaire à lui seul représente 37% de nos dépenses énergétiques. Ce sont des bâtiments des années 70-80 qui ont besoin évidemment d'être rénovés et réhabilités. Oui, c'est ça le problème, c'est que souvent, Sylvie Albert-Dupuis, vous pouvez nous le confirmer. La plupart des écoles, les lycées c'est un peu différent, ils sont plus anciens, mais la plupart des écoles c'est les années 70-80, c'est-à-dire des années où on n'avait pas l'idée de réduire les dépenses énergétiques comme on l'a aujourd'hui, évidemment. Effectivement, nos écoles, nous en avons 21 écoles publiques primaires à Saint-Germain-en-Laye, datent des années 70-80, en moyenne entre 40 et 50 ans. Bien évidemment, les problématiques n'étaient pas le même à l'époque, il n'y avait pas le même nombre d'enfants, il n'y avait pas les mêmes usages. Depuis, les choses ont changé. Bien évidemment, c'est une thématique dont la ville s'est saisie très sérieusement et qui est mise en place lors des rénovations de groupes scolaires. On essaye à la ville de Saint-Germain-en-Laye de se dire que nous rénovons un groupe scolaire par mandat. Ah oui. C'est conséquent, rénover un groupe scolaire. C'est de l'argent public. C'est de l'argent public et il faut à la fois, je pense, pouvoir associer un petit peu tous les acteurs que vous voyez au sein d'une école, parce que Jean-Baptiste l'a rappelé, il y a du scolaire, il y a du périscolaire. Ce sont des usages de bâtiments différents. Et puis, vous avez ceux qui vivent au quotidien, des élèves, vous les avez d'ailleurs. Les élèves, les ici, enseignants. Ils sont présents, les enseignants. Et il est important de les écouter, mais important aussi de se rappeler toujours que c'est de l'argent public, que les investissements sont très conséquents et qu'il faut prendre les bonnes décisions. Et du moment où vous prenez la décision et où vraiment le groupe scolaire est livré, vous savez, il y a quand même quelques années qui sont passées et il faut s'assurer qu'au moment de la livraison du groupe scolaire, on aura pris les bonnes décisions. Mais c'est quelque chose qui se met bien en place. Avant même la rénovation, d'ailleurs, c'est vrai que dans les villes, on voit que les éclairages, on les baisse un peu, on peut baisser le chauffage dans les administrations, peut-être. Dans les écoles,
c'est plus compliqué. Alors, je crois que là, vous évoquez un sujet important. Je pense que sur ce sujet de la transition énergétique, il faut marcher sur nos deux jambes. C'est-à-dire qu'il y a un volet de sobriété, Oui. c'est-à-dire essayer de consommer moins. Et c'est ce que nous avons fait dans l'ensemble des communes. Au moment où on était au plus fort de la crise énergétique, nous avons toutes et tous conduit des plans de sobriété. L'État aussi également avec un objectif de réduction de 10% eh bien, de la facture énergétique. Et effectivement, dans les écoles, ça s'est traduit par des mesures que nous avons dû évidemment accompagner avec beaucoup de pédagogie et d'explication. Et l'autre volet, c'est celui de l'efficacité. Et je crois que c'est ce vers quoi il faut tendre aujourd'hui désormais, c'est ces travaux qui sont essentiels. Parce que ce qui est important, et ça a été dit, c'est que derrière le bâti, il y a le service public. Il y a le service public de l'éducation, évidemment avec l'enseignement, avec aussi le périscolaire. Et puis, il y a 3 objectifs. Celui, évidemment, de réduire la consommation d'énergie, celui éventuellement d'avoir demain des bâtiments qui soient aussi eh bien, en autoconsommation. C'est ce que nous allons faire avec du photovoltaïque, avec des cuves aussi de récupération d'eau pluviale pour les sanitaires, pour l'éclairage. Et puis l'autre enjeu, c'est celui d'améliorer le confort de toutes celles et ceux qui sont dans l'école. On a évoqué les enfants, sans oublier les enseignants, et puis les nombreux personnels eh bien, des mairies qui y travaillent, que ce soit les ATSEM, que ce soit évidemment les personnels de restauration, de nettoyage, etc. Avant de voir peut-être des solutions avec Sylvie Méran-Ifra, un mot. C'est vrai, vous disiez, il faut prendre les bonnes décisions pour des choses qui vont qu'on verra dans quelques années. Et c'est vrai que les deux mondes changent. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, ça fait 9 ans que je suis élue à l'éducation à la ville de Saint-Germain-en-Laye et j'ai bien vu l'évolution des demandes. Vous savez, on a beaucoup ces temps de concertation lors des conseils d'école et j'ai bien vu l'évolution des demandes des parents d'élèves il y a 9 ans et les demandes maintenant. Il y a 9 ans, j'ose dire qu'on me parlait de la dangerosité de la présence d'un arbre dans une cour de récréation. Ça vous parle parce que sur les racines, on risquait de tomber. Ah oui, c'est dangereux. C'était dangereux. Et désormais, 9 ans plus tard, qu'est-ce qu'on nous demande? Comment il n'y a pas d'arbres? Des cours végétalisés, de replanter des arbres. Et bien sûr, on le comprend et on va accompagner cette démarche parce qu'elle est très importante. Mais à nous, comme ça vient d'être dit, de bien savoir où est le juste équilibre et le bon investissement des deniers publics. D'une façon générale, est-ce qu'il vaut mieux rénover ou construire? Alors ça dépend, mais nous, on a lancé très tôt, lors de notre arrivée aux responsabilités en 2020, un audit patrimonial et énergétique de l'ensemble de nos bâtiments. Ouais. On a une 50aine de bâtiments. Il y a ceux qui vont être évidemment concernés par le décret tertiaire, et donc on a nos écoles et on a un gymnase. Et finalement, je vais vous donner un montant. Si on devait faire le minimum syndical, entre guillemets, sur les dépenses de rénovation, de réhabilitation sur nos bâtiments, on en aurait pour 10 millions d'euros. Ce qui correspond à 2 mandats d'investissement à Villepreux pratiquement. Donc je rejoins ce qui a été dit. La priorité pour nous, c'est les écoles. Donc ce sera un plan de 3 millions d'euros. On espère peut-être plus tard avancer sur les autres bâtiments. Mais 10 millions d'euros, c'est ce que représente le coût d'une rénovation à Villepreux. Et je rappelle que le fonds vert dans les Yvelines, cette année, c'est-à-dire pour 259 communes, peut-être un peu moins maintenant avec les fusions, représentait 17 millions d'euros. Ouais. Donc vous voyez bien, quand j'évoquais les 52 milliards tout à l'heure nécessaires pour être à la hauteur de cet enjeu, ça veut dire que le compte n'y est pas encore et c'est pour ça que des acteurs comme vous sont, je crois, essentiels pour nous aider à parvenir à nos objectifs. Juste un mot, je vous passe la parole tout de suite, mais de combien les dépenses d'énergie ont augmenté dans les dernières années, au fond, depuis la... Alors nous, c'est plus de 75% à 100% d'augmentation sur le gaz et l'électricité. Un chiffre, 1 million d'euros de dépenses de fonctionnement subies en plus sur l'année 2023. Avec l'inflation ou en fonction des consommations? Consommation en soi. Sylvie Méran-Ifra, alors. Oui, justement, je voulais rebondir. Oui, absolument. De toute façon, effectivement... Mettez bien. Pardon, je mets mieux le micro. En fonction de ce qui vient d'être dit, on ne va pas pouvoir rénover tous les bâtiments parce que les budgets ne sont pas du tout prévus pour ce sujet. Donc il va falloir arbitrer et faire ces fameux audits énergétiques dont on parlait tout à l'heure. Un schéma directeur, on a l'habitude de le faire, on fait des schémas directeurs immobiliers, donc on va faire des audits de tous les bâtiments et on va rajouter la composante énergétique. Une fois qu'on a fait ça, on va se réaliser que dans cet ensemble, dans cette cartographie de bâtiments, il va y avoir peut-être, comme la loi de Pareto est toujours là, 20% des bâtiments qui sont responsables de 80% des consommations. Et il va falloir s'attaquer à cela de façon prioritaire, dans les écoles, dans les bâtiments publics. Et l'intelligence des collectivités et des gens
aux manettes, c'est de finalement arbitrer en disant je vais, avec le budget que j'ai, pouvoir adresser des travaux aux bâtiments les plus énergivores. Voilà, les plus énergivores, évidemment. Et oui, il faut faire. voilà. Il y a des choix. Il y a des choix, il y a un arbitrage de toute façon Absolument, essentiel à faire. Il y a la question du retour sur l'investissement, justement. Et la question du retour sur investissement. Des sociétés comme la nôtre aident les collectivités sur le financement de ces projets, Oui. donc sur la réalisation des travaux, bien sûr. Mais quand on va faire ces audits, on va établir les économies d'énergie que vont dégager les travaux qu'on va mettre en œuvre. Et finalement, on va se rémunérer, on va payer les travaux en fonction des économies d'énergie. D'accord. Aujourd'hui, quelque chose un peu semblable existe, ça s'appelle les contrats de performance énergétique, mais ils sont capés à un certain pourcentage d'économie. Aujourd'hui, Enerlis met à la disposition des collectivités des nouveaux contrats type où on prend en charge en fonction des travaux qu'on va identifier, on va prendre en charge le coût des travaux et on voit en fonction des économies d'énergie ce que la collectivité va finalement payer sur des plans de 8 ans en fonction de ce qu'elle va valoriser en termes d'économie d'énergie. Et ça, c'est un système vraiment nouveau qui, j'espère, va aider les territoires dans leur accélération transition énergétique. Alors, on va parler des rénovations peut-être et des constructions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on veut rénover et quand on veut faire des dépenses d'énergie moindres que celles qui sont aujourd'hui. Nous, là, dans le plan, c'est un plan de 3 ans. On va rénover 4 écoles. Ouais. Et on commence la première phase cette année avec 2 groupes scolaires Jean Rostand, Marie Curie, qui sont à eux seuls 24% des dépenses énergétiques de la commune. Et donc, ça passe par des travaux, évidemment, de rénovation intérieure-extérieure, les ouvrants, les entrants, changement de chaudière. On va également essayer d'être performant sur ce que je disais, sur l'efficacité et l'autoconsommation, en déployant aussi du panneau photovoltaïque. Mais c'est vrai que les travaux sont importants. Et donc, il faut prioriser et arbitrer, ça a bien été dit. Et peut-être ce que je voudrais me permettre d'ajouter, c'est qu'il y a les travaux qu'on peut prévoir, mais ceux qui vont être prévus en fonction de nos budgets, peut-être à une échéance de 10 ans. Et qu'est-ce qu'on fait pour un groupe scolaire qui effectivement est extrêmement énergivore pendant les 10 ans avant qu'on puisse le rénover. Et nous avons cet exemple à la ville de Saint-Germain. Nous avons travaillé avec le groupe scolaire Schnapper, qui est notre plus gros groupe avec plus de 400 élèves, ce qui est très important pour un groupe scolaire. Et nous avons monté un groupe de concertation avec les usagers du quotidien, que sont les enseignants et les parents d'élèves qui portent la voix des enfants, même s'il faut parfois un petit peu pondérer. Et nos services, et nous regardons et nous testons des choses parfois très simples sur l'ouverture la nuit des ouvrants, justement, pour voir si le matin, au moins quand on arrive, et ça fonctionne. Il y a aussi, ce que je voulais rajouter par rapport à vos propos, madame, tout à l'heure, c'était aussi de dire, vous nous accompagnez, merci beaucoup, c'est formidable, mais il y aura aussi ensuite l'utilisation au quotidien. Et il y a besoin de pédagogie, il y a besoin d'expliquer qu'on peut ouvrir une fenêtre et que c'est pas dramatique, et que si nos enfants ont un petit peu froid pendant 10 minutes, je dis ça parce que j'ai beaucoup regardé ce qui se passe à l'international. Dans d'autres pays, on apprend beaucoup des expériences aussi d'autres pays en la matière. Les usages changent. On estime à 10% de consommation énergétique liée aux usages seulement. À l'occupation, on estime à 10%. Donc des choses simples, mais répétitives et récurrentes peuvent vraiment faire la différence. Justement, vous insistiez sur ce point, Jean-Baptiste, Monique, associer au fond les gens qui utilisent, c'est-à-dire peut-être les parents d'élèves et les enseignants à ces travaux de rénovation, ça vous paraît important ? Oui, d'avoir en tout cas leur ressenti. Dans la mesure du possible sur ce type de grand projet. D'abord, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, mais il faut le rappeler. La rénovation énergétique des écoles est une priorité, mais ce ne sont pas les seuls investissements que les collectivités doivent réaliser sur un mandat. Bien sûr, non. Donc déjà, mais c'est un des plus importants dans les budgets. C'est un des plus importants, mais c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. Il faut aussi que nous arrivions avec nos partenaires à trouver un certain nombre de solutions qui permettent de rendre des bâtiments moins énergivores
dans ce laps de temps, eh bien, avant qu'ils puissent bénéficier Oui, en de dépensant le moins travaux possible, plus structurants. voilà. Évidemment qu'on associe, c'est comme on parlait de végétalisation des cours d'école. On a mené un certain nombre de projets, notamment avec le soutien de la région Île-de-France. On va poursuivre, puisque créer des îlots de fraîcheur en période aussi de forte canicule, dont nous sommes maintenant très souvent l'objet, est essentiel. Quand on fait ce type de projet, on va travailler avec le périscolaire, on va travailler avec la directrice d'école, puisque certes, tout le monde maintenant veut des arbres et des espaces ombragés, mais il faut aussi que la cour d'école puisse rester fonctionnelle pour les différents usages que eh bien, les enfants peuvent en avoir. Pardon. Oui, je voulais compléter. On a beaucoup parlé de travaux. Il y a aussi tout un volet d'énergie renouvelable auquel, Oui, c'est ça. auquel on va devoir recourir aussi. Déjà pour. C'est quoi par exemple alors? Alors, les panneaux photovoltaïques sont finalement les systèmes les plus évidents à mettre en place. Une centrale photovoltaïque, ça peut prendre en charge 20 à 30% des consommations énergétiques d'un ensemble bâtimentaire. Ça permet une certaine autonomie énergétique et c'est aussi le sens de l'histoire, de pouvoir justement être autonome énergétiquement et pouvoir justement placer ces centrales-là un peu partout, valoriser des toitures, installer des ombrières sur les parkings et puis bien sûr pouvoir financer le tout avec les collectivités pour accélérer cette installation d'énergie photovoltaïque. Comment on fait pour obtenir le financement d'Enerlis alors? Alors, on cofinance, enfin on cofinance pas, mais il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs véhicules financiers. La commune peut tout à fait. C'est les communes qui vous contactent. Bien sûr, les collectivités peuvent prendre en régie une centrale photovoltaïque, c'est-à-dire qu'elles l'achètent. Nous, on vient l'aider à la conception et au conseil. Et puis, elles peuvent aussi constituer des sociétés d'économie mixte. Et là, elles sont dans des contraintes administratives, d'appel d'offres et de mise en concurrence. Et puis la troisième voie, une voie qu'on privilégie, qui est une société privée qu'on va faire avec la collectivité et qui va permettre en fait, quand par exemple on est en fin de mandat, on a 2 ans de mandat et qu'on veut que les choses s'accélèrent, qu'on doit mettre les choses de façon rapide, eh bien, absolument. Ça permet justement que les collectivités puissent de manière très agile investir dans une centrale, la construire avec une société privée et pouvoir bénéficier en fait de l'électricité. C'est ce qui se fait dans le département sur la géothermie notamment. C'est ça. Exactement. On va d'ailleurs parler du rapport dans un instant. Juste, il y a la rénovation, il y a aussi les constructions. Là, on voit beaucoup le bois qui réapparaît. Est-ce qu'il n'y a pas parfois comme ça des solutions qui paraissent évidentes et peut-être qu'il faut réfléchir un peu plus? Alors, je me permets de répondre en tant qu'avec du sang normand. Vous savez, on parle beaucoup du bois et j'ai vu l'évolution des constructions en Normandie énormément évoluer. Je pense qu'on doit vraiment se poser la question. Je rebondis sur cette notion de pérennité du bâtiment. Oui. Ce qu'on est capable de voir, c'est que nous avons certains établissements scolaires qui, eux, ont 100 ans, voire plus, et qu'on pourra peut-être, sans doute, qui sont en pierre, rénover peut-être à l'infini. Les rénovations, elles interviennent tous les 50 ans. Quid de l'avenir de nos écoles qu'on a pu faire en bois? Nous, on vient de livrer un groupe scolaire en 2018. Il est tout en bois. On a le département et la région ont livré le lycée international il y a 2 ans, qui est aussi tout en bois. Vous voyez que l'évolution du bâtiment, parfois, questionne. Alors, ce n'est pas forcément l'aspect extérieur qui va dire que l'état vraiment du bâtiment, mais on doit se poser vraiment la question du traitement avant, après. Il n'y a pas que l'esthétique. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur la pérennité, de ces bâtiments. Et l'usage du bâtiment. L'usage. Ne jamais oublier que dans des écoles, on a des enfants. Absolument. Ça paraît bête de dire comme ça, mais il faut y penser et il faut le rappeler aussi aux architectes qui nous accompagnent sur de nombreux projets. Un mot avant de passer la parole aux étudiants de Sciences Po. Pendant les émeutes, il y a eu des écoles qui ont été attaquées. Quel était le sentiment des élus que vous êtes? Moi, j'ai surtout en mémoire, puisque c'est très récent et je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais je voudrais en tout cas avoir évidemment un mot de solidarité en destination de tous les élus touchés, plus particulièrement auprès de mon collègue Nicolas Dainville. Oui. Maire de la Verrière. À la Verrière, où l'école a été détruite. 2 écoles. Alors, brûlée. J'ai
pas suivi directement ce dossier-là, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un élan de solidarité, notamment de la part de la région qui s'était mis en place. Bon. Il y a beaucoup d'incompréhension, un peu de colère, je ne vous cache pas, surtout quand on s'aperçoit que ces écoles brûlées sont parfois dans des quartiers qui bénéficient à des populations justement qui en ont le plus besoin. Donc c'est autant d'investissements à aller rechercher. Et donc ce sont des coûts très, très importants pour les collectivités qui évidemment n'étaient pas prévus et ni au programme. Donc ça va nécessiter des arbitrages et peut-être qu'un certain nombre de choses devront être reportées dans le temps pour pouvoir aller à la priorité, c'est-à-dire à la reconstruction. Un mot sur le rapport que vous avez fait à la demande d'Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition écologique. Vous étiez en charge de la commission sur la production de chaleur et d'autres énergies bas carbone. Et l'une des recommandations, c'est au fond, vous dites, qu'il faut accélérer sur toutes les énergies renouvelables. Oui, c'est-à-dire qu'il faut partir d'un constat simple, c'est que nous n'allons pas sortir du nucléaire du jour au lendemain et qu'au contraire, il faut continuer dans cette voie-là tout en déployant l'ensemble des autres énergies renouvelables possibles. Dans cette mission qui a été confiée par la Même le ministre solaire dont on dit... oui, alors après, on parlait tout à l'heure du bois. Si on parle de la biomasse, on sait que c'est une ressource qui n'est pas inépuisable, c'est-à-dire qu'il va falloir quantifier, hiérarchiser, prioriser en fonction des usages et en fonction, on va dire, des secteurs. Vers quel secteur est-ce qu'on flèche en priorité ce type d'énergie? En tout cas, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans, juste dire que des premières mesures que nous avons retrouvées avec le député Pierre Cazeneuve, député des Hauts-de-Seine qui m'accompagnait, les premières mesures que nous avons retrouvées dans le PLF. Je rappelle que 10 milliards de plus sont prévus sur la partie transition écologique et énergétique. On retrouve un certain nombre de nos propositions, notamment le fait d'abonder le fonds chaleur de l'ADEME, qui est évidemment quelque chose qui était demandé depuis un certain temps. Et puis le déploiement d'énergies renouvelables, où il faut évidemment accélérer. Et d'ailleurs, j'encourage tous les élus à s'emparer de la loi APER, et notamment du portage qui va être fait par la préfecture des Yvelines, puisque nous savons jusqu'à la fin de l'année pour identifier des zones d'accélération d'énergie renouvelable, et ça c'est très important. On revient sur finalement le début de nos propos, la sobriété, mais aussi l'efficacité. Alors il y a des étudiants de Sciences Po qui ont écouté très attentivement vos propos. Margot, est-ce que vous voulez bien venir et vont vous poser des questions. Margot, c'est à vous. Déjà, bonjour mesdames, messieurs, merci pour votre intervention. Je me posais une question sur comment est-ce que l'État vous accompagne au niveau local pour réaliser tous ces travaux de rénovation, notamment la définition des priorités, la réalisation de dossiers de candidature pour avoir accès au fonds. Vous parliez du fonds vert qui nécessite un dossier de candidature, ou même au niveau local des dotations comme la DSIL. Alors, de façon très concrète, nous, sur ce plan de rénovation des écoles à Villepreux, 3 millions d'euros sur 3 ans, on a obtenu cette année des subventions de la part de la dotation solidarité de l'investissement local et le fonds vert également. Alors les dossiers sont toujours très longs, on l'évoquait avant le plateau à monter, ce qui m'amène aussi à un besoin fort que nous avons, nous, collectivités, en accompagnement. C'est que certes, il y a le besoin en accompagnement financier, mais il y a aussi le besoin d'accompagner en ingénierie. Et ça, on le voit, et notamment pour des plus petites communes, même si le département a un certain nombre d'agences aussi maintenant, je crois que c'est une véritable nécessité d'être aussi aux côtés des communes sur la conception même des dossiers, et notamment l'ingénierie territoriale qui parfois manque cruellement. Il a bien répondu. Je rajouterais peut-être quand même que les collectivités territoriales sont là aussi pour aider, comme le département et la région, selon les projets. Il y a aussi la région de fait chacun beaucoup. Des groupes scolaires. Nous allons livrer un groupe scolaire en janvier prochain. Ça s'appelle une cité de l'enfance. C'est une élémentaire maternelle plus une crèche. Et du coup, ce projet a remporté l'adhésion, et notamment de la région, qui va fortement nous subventionner. On en parlera avec Valérie Pécresse tout à l'heure, mais c'est vrai que la région aide aussi les communes. Et tous les dispositifs d'emprunt que je qualifierais divers, finalement, que nous remboursons à des taux très réduits, évidemment, très intéressants, que nous remboursons au gré en fait, du retour sur investissement qu'on évoquait tout à l'heure. Deuxième question de Joshua, aussi étudiant à Sciences Po Saint-Germain. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci déjà pour votre intervention. J'avais une question concernant les financements. Dans un contexte de baisse de dotation et d'augmentation du coût de l'énergie, est-ce que les moyens qui vous sont attribués pour réaliser justement cette rénovation sont-ils suffisants? La réponse est non. C'est jamais suffisant, vous savez. Je vais vous reprendre les deux chiffres du début de ce plateau. L'enjeu national de la rénovation du bâti scolaire, 52 milliards d'euros.
et un fonds vert qui va être abondé cette année à hauteur de 500 millions. Alors, on prend, on ne va pas se mentir, tout ce qui va dans le sens d'un accompagnement un peu plus poussé et prononcé en destination des collectivités, et notamment sur l'investissement, on prend. Mais je crois qu'il va falloir évidemment qu'on soit à la hauteur de l'enjeu. Et pour le moment, on va dire que le compte n'y est pas complètement. Et les collectivités, Sylvie Méran-Ifra. il n'y a pas de toute façon de financement clé en main, de choses toutes faites. Il est très important pour les collectivités d'identifier les besoins, de prioriser et de faire une ingénierie financière assez agile. Et ça va être le talent des collectivités et nous avec eux, d'imaginer des véhicules et des formes de financement pour justement les aider. Parce que finalement, il y a des subventions, mais elles ne sont pas suffisantes. Il y a des financements privés, mais ça ne sera pas suffisant. Donc il va falloir imaginer des façons de financer au cas par cas, projet par projet, en fonction des objectifs qu'on se donne, pour justement faire avancer cette transition, parce qu'on se donne un peu 10 ans pour la faire avancer vraiment. Il y a un décret tertiaire qui invite les collectivités comme les entreprises à diminuer de moitié les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires, et les écoles font partie des bâtiments tertiaires pour peu qu'ils aient plus de 1000 mètres carrés. Mais pour pouvoir le financer, il va falloir, au cas par cas, établir des process, imaginer des véhicules, travailler sur de l'association publique-privée et être agile. Et la politique des petits pas a toujours été une politique intéressante aussi. Et être agile, je pense que c'est effectivement très important, mais je voudrais aussi rebondir sur l'importance de pouvoir nous-mêmes dialoguer entre maires ou entre élus, parce que les pratiques du quotidien sont très importantes et pouvoir échanger. Certains d'entre nous ont avancé plus vite que d'autres pour des raisons diverses et variées. Et regarder ce qui se fait regarder ce qui se fait à l'extérieur. Mais cet échange au sein de nos territoires, elle est absolument vitale. Et la mutualisation, parce que je crois que l'avenir aussi sera peut-être de se dire, on n'a peut-être pas besoin d'autant de bâtiments. Absolument. Et donc demain, une école, un préau d'école peut aussi très bien servir, et c'est le cas dans de nombreuses communes, à accueillir des activités associatives ou autres. Donc ça nécessite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de repenser les usages et un certain Autrefois, il y avait même les campagnes politiques qui se faisaient sous les préaux. Hein. Oui, aussi. Mais c'est pour ça, je crois qu'il faut aussi réimaginer tout ça. Merci beaucoup, Joshua. Merci. Merci, donc restez avec nous parce qu'on va se quitter malheureusement. Je vais remercier Sylvie Méran-Ifra. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste Amani. Merci à vous. Merci Patrice. Et merci beaucoup Sylvie Habert-Dupuis. Merci beaucoup.